Alors bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo destinée, au Sénat, comme on l'avait vu, parce que dans la vidéo précédente on avait parlé, de l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous allons parler du Sénat. Alors nous allons voir plusieurs points sur le Sénat, de quoi est comment il est constitué, quelles sont les missions du Sénat et cetera. Et donc pour chaque, idée un petit peu, je vous donnerai, quelques pourcentages ou quelques définitions ou des explications, relatives aux différentes, idées, différents thèmes du Sénat. Alors, le premier point, c'est les missions du Sénat. Donc, les sénateurs examinent les projets de loi donc, que le gouvernement leur soumet. Donc, comme on avait vu dans la vidéo précédente, proposition de loi, c'est par les chambres des députés, donc, par exemple par l'Assemblée nationale. Projet de loi, c'est par le gouvernement. Ils peuvent également déposer, examiner des propositions de loi. Les sénateurs contrôlent aussi l'action du gouvernement et vérifient que les lois votées sont bien appliquées. Ils peuvent créer des instances temporaires, missions d'information, commissions d'enquête, etc., pour étudier un sujet particulier de manière approfondie et proposer des réformes. Donc en fait, ce qu'on va voir à travers la vidéo, c'est que globalement, le Sénat, qui est la deuxième chambre parlementaire, a des missions liées, qui sont très liées à l'Assemblée nationale, si vous voulez. C'est un peu la chambre numéro 2. Le Sénat est le garant de la stabilité des institutions. À la différence de l'Assemblée nationale, il ne peut être dissous. On peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais on ne peut pas dissoudre le Sénat. De plus, le président du Sénat assure l'intérim en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence de la République. Donc, c'est-à-dire que si le président, un président meurt ou tombe malade ou ne peut plus assurer ses fonctions de président, c'est automatiquement le président du Sénat qui assurera la présidence de la République, donc il deviendra président de la République. Et donc, en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, il me semble que le président du Sénat actuel, c'est encore Gérard Larcher, mais je ne suis pas sûr. C'est à vérifier. En tout cas, il y a environ 348, donc pareil, c'est pas une donnée sûre, c'est une donnée qui doit dater des années 2020 environ, donc ça a dû évoluer entre temps, mais ils disent qu'environ 348 sénateurs siègent au Sénat. Bon, ça a dû évoluer. En vertu de l'article 44 alinéa 4 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Donc, en fait, si vous voulez, comme les députés à l'Assemblée nationale représentent des départements, et ben, le Sénat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous avez par exemple le député de tel département, mais vous avez également le sénateur de tel département. Et ce qui change en fait entre député et sénateur, c'est que député, si vous voulez, c'est plus, vous avez vraiment, c'est votre métier, c'est-à-dire que vous êtes député, après vous pouvez avoir un autre métier à côté, mais globalement c'est votre métier, c'est vraiment considéré comme un métier. Alors que les sénateurs, c'est des personnes civiles qui viennent un petit peu, enfin globalement c'est plus des personnes civiles qui viennent voter une loi, donner leur avis sur une loi, proposer une loi, etc. Et donc parmi les civils, je vais vous donner quelques chiffres clés sous forme de pourcentage. Donc ça c'est dans les années 2000, enfin 2017 à peu près, donc 2017-2020. Donc la part des sénateurs était représentée par 18% d'enseignants, 5,2% de professions agricoles, les agriculteurs, 5,5% d'autres professions, 7% de professions sans profession déclarée, 9,6% de commerce et d'industrie, donc de commerçants et d'ouvriers ou du secteur industriel, de techniciens, etc. 7,8% de professions médicales, donc médecins, pharmaciens, chirurgiens, etc. 12,5% de professions judiciaires et libérales, donc avocats, juges, etc. Fonctionnaires hors enseignants, donc 14,8%. Salariés, 19,7%. Donc l'âge moyen des sénateurs en début de mandat, c'est 61. Donc en moyenne, les sénateurs en début de mandat, ils ont 61 ans, donc c'est quasiment des retraités. Et au niveau du sexe, donc il y a 68% des hommes et 32% des femmes qui sont sénateurs. Donc ça, c'est les données en 2020, ça a évidemment évolué depuis, mais voilà les données. En tout cas, les départements et les métropoles, il y en a 315, enfin 315 sénateurs qui représentent la métropole, 13 des départements d'outre-mer, 6 des collectivités d'outre-mer, euh, 12 des Français établis hors de la France et 2 de Nouvelle-Calédonie. Voilà pour la répartition. Ensuite, troisième aspect, quels sont les moyens mis à disposition des sénateurs? Les moyens mis à disposition, chaque sénateur dispose d'un bureau dans l'enceinte, donc un peu comme l'Assemblée nationale, chacun a sa table, chacun a son bureau. Donc c'est dans l'enceinte du Palais du Luxembourg ou à proximité. Donc c'est là où vous avez le Sénat, en fait, c'est dans le Palais du Luxembourg, dans le parc du Luxembourg. Près de 1200 fonctionnaires et contractuels assistent les sénateurs dans l'exercice de leur mandat. Les sénateurs disposent d'un crédit de 7 638,90 €
95 centimes bruts pour rémunérer leurs collaborateurs, 3 en moyenne. Les sénateurs, qu'ils soient élus de métropole, d'outre-mer ou représentant les Français établis hors de France, bénéficient de la prise en charge de leurs déplacements en transport public entre Paris et leur département. Ils ont en effet à gérer une permanence parlementaire dans leur conscription. Le coût du Sénat par an et par Français, c'est de 5 euros. Pour accomplir leur mandat dans de bonnes conditions, les sénateurs disposent de moyens qui leur sont accordés par l'institution. Dispositif de retenue financière. Depuis le 1er octobre 2015, un dispositif de retenue financière a été mis en place à l'égard des sénateurs n'atteignant pas les seuils de présence fixés par le règlement, article 23 bis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a vu, les sénateurs, donc, beaucoup viennent de la métropole, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Et en fait, si vous venez, peu importe si vous venez du département des Bouches-du-Rhône, donc 13 vers Marseille, et vous devez vous rendre à Paris et que vous n'y allez pas assez, vous pouvez être sanctionné parce que votre travail, c'est de venir souvent au Sénat pour justement discuter des lois, etc. Mais si vous n'appliquez pas si vous ne faites pas votre travail, vous pouvez avoir des retenues. C'est une sanction, quoi, comme dans le système scolaire, entre guillemets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des assistants qui vous aident un petit peu dans votre mission de sénateur. Vous avez des moyens, donc, au-delà des assistants, vous avez les coûts qui sont pris en charge. Donc, c'est assez encadré, on va dire. Ensuite, les indemnités. Au 1er janvier 2018, un sénateur perçoit une indemnité parlementaire de 5 599,68 centimes brut par mois. Donc à chaque fois, si vous convertissez, par exemple, tout à l'heure, on avait dit environ 7 138,95. Enfin, on va dire arrondir à 7 700 bruts par mois pour rémunérer les 3 collaborateurs. Donc en fait, c'est brut. Donc en net, on va dire à peu près 7 700 en net, ça doit faire à peu près 6 600, on va dire quelque chose comme ça. En fait, divisé par 3. Donc ça veut dire que chacun se payait en gros 2300. Donc c'est plutôt pas mal. Alors 2000 et quelques. Ensuite, votre salaire, plutôt bien, parce que si vous gagnez 6 000 bruts par mois, ça vous fait en gros 5 000 net à peu près, donc c'est plutôt pas mal, quoi, 4 000, 5 000. Vous êtes quasiment payé comme un ingénieur ou comme un médecin. Et vous avez une indemnité de résidence de 167 euros bruts par mois. Il touche également donc le sénateur touche également une indemnité de fonction de 1 441,95 euros bruts. Donc vous avez beaucoup d'indemnités, donc c'est plutôt pas mal. Par ailleurs, un sénateur ne peut cumuler son indemnité parlementaire et les indemnités afférentes à d'autres mandats électifs que dans la limite d'une fois et demie le montant brut de l'indemnité parlementaire de base. Enfin, depuis le 1er janvier 2018, la prise en charge des frais de mandat des sénateurs repose sur un système dual qui distingue les prises en charge directes, frais de transport, affranchissement, taxi parisien, téléphonie, etc. et la prise en charge assurée au moyen d'avances versées aux sénateurs, 5 900 euros par mois pour l'avance générale. L'ensemble des dépenses doit être justifié et rapproché du montant des avances versées. Le solde est reversé au Sénat. Ce rapprochement et ce reversement s'opèrent à la fin de chaque année. Donc ça, c'est au niveau de leurs moyens, donc c'est pour les sénateurs. Ensuite, quel est le rôle du président du Sénat? Le président du Sénat préside l'Assemblée et dirige les débats. Donc vous avez un président à l'Assemblée nationale et vous avez le président du Sénat. Et si, par exemple, M. Macron ne pouvait plus assurer ses fonctions de président, c'est automatiquement Gérard Larcher, enfin en tout cas, ou si ça a changé, du coup le président du Sénat qui le remplacerait. Automatiquement, c'est automatique. Il préside en outre 2 organes essentiels, donc le bureau du Sénat et la conférence des présidents, et il dispose de prérogatives constitutionnelles majeures. Il exerce un pouvoir de nomination et peut saisir le Conseil constitutionnel si des dispositions des lois votées ou des traités lui paraissent contraires à la Constitution. Il peut bien donner son avis, quoi. Il exerce provisoirement les fonctions du président de la République en cas de vacance ou d'empêchement de celui-ci. Ainsi, le président du Sénat est parfois présenté comme le deuxième personnage de la République. Alors, le sénateur des Yvelines, Gérard Larcher, a été réélu président du Sénat après les élections sénatoriales de septembre 2017. Donc, c'est-à-dire que depuis avant 2017 et depuis 2017, il a continué à être président du Sénat, et donc on va dire le numéro 2 de M. Macron. Et donc, si M. Macron part, et c'est M. Larcher qui le remplacera. Enfin, si c'est bien M. Larcher, hein, évidemment, ça vérifie. Séance publique. En séance publique, dans l'hémicycle, les sénateurs débattent, votent et contrôlent le gouvernement. Donc c'est pour ça que c'est l'importance du Sénat, parce que dès qu'on pense voter des lois, etc., on pense automatiquement à l'Assemblée nationale. Mais le Sénat, c'est pas juste une annexe, il a quand même un rôle important, puisqu'il contrôle le gouvernement, il a quand même un lien avec le gouvernement. C'est un peu en dessous, si vous voulez, on pourrait dire en quelque sorte, donc vous avez les deux chambres au même niveau, mais on pourrait presque dire qu'il y a
la présidence, le Sénat, enfin la présidence, l'Élysée, etc. En dessous, le Sénat et en dessous, l'Assemblée nationale. Les sénateurs prennent position sur les grandes orientations, donc à chaque fois vous avez l'hémicycle, donc c'est comme à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire gauche, droite, extrême droite. Donc les différents partis, vous avez groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, groupe socialiste et républicain. Donc là, si tu fais de la gauche vers la droite, hein. Groupe La République En Marche, groupe Les Indépendants République et Territoire. Bon, ça a peut-être évolué entre temps, mais voilà. Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, groupe Union centriste, groupe Les Républicains, ah oui, donc les sénateurs ne figurant pas sur la liste, enfin ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Au cours d'une année parlementaire, 29 textes de loi adoptés. Donc ça, c'est sur l'année 2017-2018, hein, c'est un exemple. Donc il y a 29 textes de loi qui ont été adoptés, 4% des textes de loi qui sont d'origine sénatoriale, 6316 amendements déposés, 1355 amendements adoptés en commission et en séance. Le travail en commission. Chaque sénateur est membre de l'une des 7 commissions permanentes. Avant la séance publique, les textes sont d'abord examinés par la commission compétente sur le sujet. Au sein de la commission, les sénateurs désignent pour chaque texte un rapporteur. C'est lui qui analyse le texte. Donc ça, c'est un peu en lien avec l'Assemblée nationale, hein. C'est un peu la répétition parce que sur ce côté-là, c'est semblable à l'Assemblée nationale. Donc le rapporteur analyse le texte et fait des propositions, supprimer, ajouter ou modifier un article, par exemple. En fait, vous avez le projet du jour, projet de loi, on va voter, enfin, la proposition dans le texte du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du port de la ceinture obligatoire dans les transports en commun, qui est pour, contre, oui, non, pourquoi. Et le rapporteur, lui, donc il a fait un rapport de ce qui a été dit, qui a été pour, qui a été contre, pourquoi, etc. Où il va alors modifier, c'est-à-dire non, on va peut-être plutôt dire que dans les bus et pas tous les transports en commun, ou alors on va supprimer parce que c'est bête, enfin, entre guillemets, enfin, surtout un article, il va ajouter ou supprimer un article. Les commissions organisent régulièrement des auditions de ministres, de responsables publics, d'ambassadeurs, de ministres de gouvernements étrangers, de commissaires européens, de représentants de la société civile ou du secteur privé. Par ailleurs, la Commission des affaires européennes a un rôle d'information et de contrôle sur les activités européennes. Alors, je vais vous présenter les 7 commissions permanentes. Donc, c'est un peu les grands thèmes qui font débat. Donc, c'est sur lesquels des amendements, des articles, des propositions de loi, projets de loi sont votés. Première commission permanente, les affaires économiques. Premier point. Deuxième, affaires étrangères, défense et forces armées. Donc, par exemple, affaires économiques, on va parler du budget, on va parler des taxes. Affaires étrangères, défense et forces armées, ça va être, on parlait actuellement, la guerre en Iran, la guerre en Ukraine, etc. Affaires sociales, donc c'est tout ce qui est médico-social, etc. Les hôpitaux, donc à l'époque on parlait du Covid, etc. Ensuite, loi constitutionnelle, législation, suffrage universel, règlement et administration générale, donc ça c'est le 4. Donc c'est tout ce qui concerne un peu la justice, les droits, etc. 5. Culture, éducation et communication, donc là c'est plus un peu la jeunesse, la culture, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées, l'éducation nationale, les études, enfin école primaire, collège, lycée, maternelle, post-bac, etc. Ensuite, 6e, aménagement du territoire et développement durable. Donc ça, c'est écologie, environnement, installation, entreprise, etc., entrepreneuriat, etc. 6e, finance. Donc là, c'est un peu comme les affaires économiques, mais c'est un peu différent, finance. Enfin, plutôt, dans la case finance, ça va être le budget, affaires économiques, ça va être des affaires d'entreprise, des affaires d'État, les recettes, les dépenses. Enfin, ça va être un peu lié les deux. Et la dernière, enfin, donc 6e, oui, 6, donc là, enfin, non, du coup, c'était 7e, excusez-moi, mais donc là, on arrive au 8e. Il y en a un 8e entre parenthèses, mais c'est pas le plus important, enfin, c'est pas exactement en lien, c'est affaires européennes. Parce que si vous voulez, affaires étrangères, c'est un point de vue mondial, et c'est surtout tout ce qui concerne l'aspect militaire, armée, etc. Tandis que affaires européennes, en fait, c'est tous ces points, donc santé, sociale, économie, culture, etc., mais à l'échelle européenne. Donc ça englobe tout pour l'échelle européenne. Enfin, de l'Union européenne, hein. Par exemple, la Suisse, elle est en Europe, d'un point de vue géographique, mais pas juridique, elle n'est pas dans l'Union européenne. Alors, le processus législatif pour la loi, comment ça se passe au niveau des allers-retours? Donc, au début, initiative de la loi. Donc, c'est soit le gouvernement qui propose un projet de loi, c'est-à-dire il propose une loi, mais donc ça s'appelle un projet. Et comme on l'avait vu de manière opposée, enfin le contraire, c'est le Parlement, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui propose la loi. Donc là, c'est proposition de loi. Là, on avait déjà fait plusieurs fois la distinction. Ensuite, première lecture. Donc, le Sénat, commission plus séance plénière. Enfin, il y a une commission plus séance plénière. Ils vont parler, ils vont discuter, ils vont débattre. Donc, ça commence par le Sénat. Ensuite, donc c'est pour ça que ça fait de la navette, c'est envoyé à l'Assemblée nationale qui a également une commission et une séance plénière. Eux également, ils vont débattre par rapport à la loi en tant que telle et par rapport un peu aux chiffres du Sénat.
Ensuite, deuxième lecture par le Sénat, ça repasse par le Sénat, commission puis séance plénière, puis de nouveau par l'Assemblée nationale, donc c'est la deuxième lecture. Puis, si on est d'accord, bah, la loi, si tout le monde est d'accord, hein, Assemblée nationale, Sénat, d'après les deux lectures, la loi est votée, c'est bon. S'ils ne sont pas d'accord, il y a un CMP, commission mixte paritaire, donc c'est 7 députés, 7 sénateurs qui vont vraiment débattre plus précisément. Le Sénat, séance plénière, et celui qui a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale, et donc c'est bon. Donc ça, c'est le deuxième chemin. Et sinon, euh, donc si des accords directs au premier, donc après la première lecture, et qu'on veut une procédure accélérée, eh ben, on ne fait pas deux lectures, on n'en fait qu'une seule, mais on passe directement au CMP, commission mixte paritaire, puis Sénat, Assemblée nationale. Donc, en fait, pour conclure, vous avez trois chemins. Soit première lecture, deuxième lecture, ok. Première lecture, deuxième lecture, pas ok. Du coup, on passe par une troisième lecture, entre guillemets, mais plus avec moins de monde. Ou alors, c'est si première lecture, on veut que ce soit accéléré et que c'est pas ok. Ah oui, en fait, ok, non, je vais refaire concrètement. Vous avez quatre chemins. Soit première lecture, tout le monde est ok, la loi elle est votée, c'est direct. Soit première lecture, mais pas tout le monde est ok, donc on fait une deuxième lecture et là tout le monde est ok, on valide. Soit on fait première lecture, deuxième lecture et là c'est pas ok, on fait une troisième lecture un peu plus précise, etc. et ensuite c'est ok. Ou alors, si on fait une première lecture et que c'est pas ok, mais on veut que ce soit accéléré, ben on passe directement à la troisième lecture. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Bon, c'est un peu complexe, mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs types de lecture. Lecture, en fait, c'est toutes les étapes où c'est analysé par le Sénat, par l'Assemblée nationale. Et ensuite, c'est est-ce que c'est acquis, oui, non. D'accord, la loi est promulguée, diffusée. Non, on la réanalyse. Et si c'est vraiment non, définitivement, bah, c'est annulé. Le contrôle du gouvernement. Le contrôle s'exerce sur le gouvernement en séance publique et de façon permanente par le travail des commissions et des délégations. Les actions de contrôle prennent aussi la forme de questions, commissions d'enquête, missions d'information, auditions et débats. Donc information, là on est toujours vers les années 2017-2018. Il y a eu 66 rapports d'information ou d'enquête, 139 heures consacrées au contrôle en séance, 4530 questions écrites déposées, 30 séances de questions d'actualité gouvernement QAG. Donc les CAG, QAG, QAG, c'est questions d'actualité au gouvernement. Les outils de contrôle. Les outils de contrôle. Les questions d'actualité au gouvernement. Chaque semaine, alternativement le mardi et le jeudi, les sénateurs interrogent oralement les ministres. Après la réponse du ministre, ils disposent d'un droit de réplique. Les questions orales. Elles sont posées en séance publique le mardi matin, 2 fois par mois. Donc les questions orales. Elles sont posées... non, ça on l'a fait. Les questions écrites, excusez-moi. Un sénateur peut en adresser à chaque ministre qui dispose d'un mois, exceptionnellement 2 parfois, pour répondre. Les commissions d'enquête et les commissions communes d'information. Elles permettent d'étudier un sujet particulier, de manière approfondie et de proposer des réformes. Le contrôle budgétaire. Les membres de la commission des finances et de la commission des affaires sociales peuvent se déplacer pour faire des contrôles sur pièce et sur place. Cette prérogative peut être accordée à d'autres sénateurs sur la décision du Sénat. Délégation et office. Cette délégation sont chargées de suivre l'activité d'un sénateur particulier, collectivité territoriale, droits des femmes, outre-mer, prospectif renseignement, entreprise, OPEST, OPE-CST. La 7e délégation, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, organe commun aux deux assemblées, est chargée d'une mission d'expertise et d'information. Alors, quelques dates du Sénat d'un point de vue historique. Nous reprenons donc le Sénat maintenant. Je vais vous donner quelques dates et quelques idées d'un point de vue historique. Alors, en 1795, début du bicamérisme en France, le Conseil des anciens sièges aux Tuileries. C'était aux Tuileries. Entre 1795 et 1799, le Conseil des anciens de la Constitution de l'an 3 a lieu. Entre 1799 et 1814, le Sénat du Consulat et de l'Empire. Donc c'est le Sénat du Consulat et de l'Empire. Entre 1814 et 1830, il y a la Chambre des paris de la Restauration. Entre 1830 et 1848, il y a la Chambre des pairs de la monarchie de Juillet. Entre 1836 et 1841, la construction de l'actuel hémicycle. En 1848, la Deuxième République est monocamérale. Entre 1852 et 1870, il y a le Sénat du Second Empire. Et en 1859, il y a eu un incendie dans l'hémicycle.
assez grave. En 1875, il y a le Sénat à Versailles, qui est à Versailles, donc on passe de Tuileries à Versailles un peu. Entre 1875 et 1940, le Sénat de la Troisième République. Donc il y a un retour du Sénat à Paris en 1879. En 1940, il y a l'ajournement du Sénat à Vichy. Entre 1944 et 1945, il y a l'Assemblée consultative provisoire. Parce que là, on est un peu dans la guerre, sortie de guerre. En 1946, il y a l'échec du référendum sur le projet de constitution du 19 avril 1946, proposant un régime monocaméral. Entre 1946 et 1958, il y a le Conseil de la République. En 1948, les conseillers de la République reprennent le titre de sénateur. On va lui dire conseiller de la République parce qu'on sait que le gouvernement, il y a vraiment un lien important, même qui était déjà présent à l'époque, entre le Sénat et le gouvernement. Et ben en fait, au lieu de les appeler conseillers de la République, donc un peu les adjoints, l'équipe B, les numéros 2 de la République, et ben en fait, on les appelle les sénateurs, parce que c'est le Sénat. Alors, depuis 1958, nous sommes dans le Sénat de la 5e République. En 1959, il y a les premières élections du Sénat de la 5e République. En 1969, échec du référendum sur le projet de la proposition de la création de régions et la forme du Sénat. Donc, je disais qu'en 1969, nous avons l'échec du référendum sur le projet de loi proposant la création de régions et la réforme du Sénat. En 2003, réduction du mandat des sénateurs à 6 ans. Voilà pour cette présentation du Sénat. Maintenant, la dernière partie, donc sur le Sénat, il reste quelques définitions, un peu comme l'Assemblée nationale, donc c'est des définitions communes. Donc c'est le dernier point, et après, la vidéo sur le Sénat sera finie. Alors, amendement, une proposition de modification d'un projet ou d'une proposition de loi. Bicamérisme, organisation du Parlement en 2 assemblées distinctes. Bureau du Sénat. Il dirige le Sénat et comprend, outre le président du Sénat, les 8 vice-présidents qui conduisent les séances, les 3 questeurs, donc ceux qui posent des questions, et aussi ceux qui gèrent les finances, et les 14 secrétaires qui veillent à la régularité des scrutins. Comité de déontologie. Instance consultative placée auprès du bureau et du président du Sénat. Le comité est compétent pour délivrer des avis sur toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat et peut se voir communiquer les déclarations d'intérêt et d'activité, déclarations de cadeaux, dons et avantages en nature, etc. Donc, avantages en nature, c'est pas une connotation négative, c'est avantage naturel. Commission mixte paritaire, composée de 7 sénateurs et de 7 députés, elle a pour mission d'aboutir à l'accord des 2 assemblées sur un texte commun. Conférence des présidents, composée du président du Sénat, des vice-présidents, des présidents et des groupes politiques. Conférence des présidents, donc en fait, c'est un peu la conférence avec tous les présidents. Donc à la fois le président du Sénat, les vice-présidents, donc sont un peu adjoints, les présidents des groupes politiques, donc président du parti du PCF, président du RN, etc. Des présidents des groupes politiques, des présidents des commissions, ainsi que des 2 rapporteurs généraux. Elle fixe, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, le programme de travail des séances plénières du Sénat. Groupe politique. Les sénateurs se répartissent par affinité politique dans des groupes qui doivent comprendre au minimum, 10 membres. Un sénateur peut être membre d'un groupe, lui être apparenté, ou lui être simplement rattaché administrativement. Immunité parlementaire. Pour protéger leur indépendance, les sénateurs bénéficient d'une immunité leur permettant de s'exprimer en totale liberté dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent faire l'objet d'une arrestation. D'une arrestation, excusez-moi, c'était pas fini, ou de toute. Donc je reprends la définition de immunité parlementaire. Pour protéger leur indépendance, les sénateurs bénéficient d'une immunité leur permettant de s'exprimer en totale liberté dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l'accord préalable du bureau du Sénat. Donc il faut quand même l'accord du Sénat pour une arrestation ou quoi. Enfin, normalement, en tout cas, on est quand même dans cet aspect de liberté d'expression. Navette, c'est l'examen successif par le Sénat et l'Assemblée nationale, donc le transfert un petit peu des lois. Donc examen successif par le Sénat et l'Assemblée nationale de tout projet ou proposition de loi. Donc pour rappel, projet, donc dernier appel, c'est par le gouvernement, et proposition par les chambres parlementaires, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc là, ça va être plus le Sénat parce que c'est sous le gouvernement. Comme on avait dit, si on reprend le côté hiérarchique, globalement, même si les 2 chambres parlementaires sont pas au même niveau, on met quand même présidence, donc Élysée, Sénat, Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on se dit le Sénat c'est moins connu, c'est le secondaire, mais en fait c'est le plus proche du gouvernement. C'est juste que quand on pense aux lois, on pense principalement aux députés, à l'Assemblée nationale.
Et quand on pense vaguement au Sénat, ou le Sénat, c'est plus le rapprochement avec le gouvernement. Navette, donc voilà. Donc c'est l'analyse un petit peu de tout projet ou proposition de loi en vue de parvenir à un accord, donc que la loi soit validée, sur chaque article, article 45.1 de la Constitution. Questeurs. Les 3 questeurs sont les sénateurs qui sont en charge de l'administration et des finances du Sénat. Rapporteur général. Les rapporteurs généraux de la Commission des finances et de la Commission des affaires sociales ont des pouvoirs étendus pour contrôler le gouvernement et les administrations publiques. Vote solennel. Lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, la conférence des présidents peut décider l'organisation d'un scrutin public solennel en salle des conférences. Voilà pour cette vidéo sur le Sénat. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute et je vous souhaite à tous une très belle soirée.